Bonjour et bienvenue dans cette toute première chronique. Vous avez très certainement vu des images de réacteurs nucléaires dans des films. Très souvent, c'est représenté comme luisant d'une lumière verte et menaçante. Et dans la majorité des médias, le vert, c'est la couleur du nucléaire. En fait, c'est plutôt faux. Certes, c'est vrai que l'uranium, de base, ça nuit naturellement d'une lumière verte, ce qui permet, en le combinant avec du vert, de faire de très jolis objets en Nouraline. Idéal comme cadeau de naissance et pas du tout dangereux pour la santé. Bref, revenons à nos moutons. En réalité, lors d'une réaction nucléaire permettant de produire l'énergie, le réacteur se remplit d'une lueur bleue, comme le titre de cette vidéo. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a eu l'occasion de voir de très près cette lueur. Vous le savez très certainement, les réacteurs nucléaires sont des bijoux de technologie, des pionniers de sécurité, remplis d'experts et de scientifiques. C'est évident qu'on prenne autant de pincettes. Après tout, le moindre accident peut avoir des conséquences désastreuses. Il faudrait vraiment être stupide pour faire des économies inutiles sur la sécurité. Par exemple, je dis ça comme ça, en ne formant pas les employés chargés de ravitailler le centre du réacteur. Vous avez déjà deviné la suite, n'est-ce pas? Il faut croire que quelqu'un était vraiment stupide dans la centrale nucléaire de Tokaimura en 1999. En effet, le 30 septembre 1999, Hisashi Ushi et 3 autres collègues sont chargés de remplir un réservoir expérimental avec les ingrédients nécessaires à son fonctionnement. Hisashi rajoute donc du nitrate d'uranyle aux 16 kg d'uranium. 1 godet, 2 godets, 3 godets, 4 godets, 5 godets, 6 godets, 7 go... Ah, c'était le godet trop. La masse critique est atteinte, et la réaction démarre. Et ce, alors que l'isolement du réacteur n'a pas encore été effectué, et que tous les employés vaquent à leurs occupations sur le site. Et Kizashi est collé au réservoir, un godet de nitrate à la main. Un flash bleu très puissant émane du réacteur, aveuglant les personnes à proximité, traversant les corps et brisant les molécules. Et c'est à ce moment-là que la science démarra une course vers le progrès. Et c'est également là que l'horreur de l'histoire va débuter. Peut-être le savez-vous, mais on reçoit des radiations en permanence. La Terre en émet, le Soleil en émet, et on en prend dans la gueule quand on fait des radios. C'est pas grave, le principal c'est de recevoir une dose suffisamment faible pour qu'elle ne soit pas dangereuse. Ces doses se mesurent en sieverts. 0,0001 sievert, c'est une radio. 0,001 sievert, c'est ce que reçoivent en un an et les travailleurs dans une centrale nucléaire aux normes. 0,5 sievert, c'est ce qui a brûlé, intoxiqué et tué une bonne partie des survivants d'Hiroshima. 5 sievert, c'est une dose mortelle. 17 sievert, c'est ce qu'a reçu Hisashi Ushi en 1/100 de seconde. Hisashi ne s'est pas transformé en un gros géant vert vêtu uniquement d'un pagne qui combat pour la justice, la liberté et l'amour. Non, par contre, il s'est mis à ressentir une intense douleur qu'aucun homme sur Terre n'a jamais dû ressentir, et ne devrait jamais ressentir. Une douleur telle qu'il avait la sensation que chaque molécule de son corps était en train d'éclater. Et c'est justement ce qu'il s'est passé. Vous vous attendez sans doute à ce que je vous dise qu'il a été réduit en bouillie et qu'on a beaucoup appris de ses restes. Eh bien, ça n'aurait aucun intérêt dans une de mes chroniques, car le but de mes chroniques, c'est de vous amener aux portes du paranormal. Hisashi a survécu à ce flash, et malgré la douleur, il a réussi à courir jusqu'au centre de décontamination, situé à quelques dizaines de mètres de là, avant de s'évanouir. Il a été immédiatement conduit à l'hôpital par les équipes de secours, lui et de nombreux autres employés ayant reçu une dose lourde, mais néanmoins moins importante de radiation. À ce moment-là, le médecin qui l'avait trouvé évanoui ne savait pas qu'il était directement dans le centre du réacteur lors de la réaction. Ils font une analyse poussée pour voir quel est son état, à quel point il est critique, et sont stupéfaits par les résultats du labo. Ses chromosomes, son ADN, tout ça brisé en 1000 morceaux, à peine reconnaissables. Et ce n'est pas fini. Notre corps perd et produit des cellules en permanence. À chaque seconde, des milliers de vos cellules meurent, et des milliers d'autres sont produites pour les remplacer. Mais sans chromosomes, impossible pour un corps de produire ces cellules de remplacement. 6 jours après son hospitalisation, son corps commence à s'émietter. Sa peau se décolle de partout, exposant sa chair à l'air vif et aux infections. Bien sûr, il avait été placé dans une chambre stérile, mais ça n'empêchait pas de ressentir la douleur. Une douleur horrible, atroce, permanente et à chaque centimètre carré de son corps. Il suppliait pour qu'on l'achève.
Il suppliait pour qu'on arrête d'essayer de le sauver. Il suppliait pour qu'on ne l'utilise pas comme un cobaye. Mais la science est pragmatique. C'est la première fois qu'un homme est irradié à ce point. Il y a tellement de choses à apprendre en essayant de le sauver, vous comprenez? Mais tout le monde savait et était bien conscient qu'on ne pouvait pas le sauver. Mais le maintenir en vie, ça c'était possible. Par humanité, il fut tout de même placé dans un coma artificiel, histoire qu'il ne souffre pas trop. 10 jours après son hospitalisation, Hisashi est miraculeusement encore en vie. Mais dans quel état? Il n'a plus de peau. Ses intestins ont fondu. Ses organes se liquéfient petit à petit. 20 jours après son hospitalisation. Peut-on encore appeler ça un humain? En tout cas, c'est vivant. Et ça semble respirer. Mais ça ne tient plus en place. Ça suinte. Ça se vide. À travers tout son corps coule du sang, de l'urine et des tas de fluides corporels. Jusqu'à 10 litres par jour. Comment c'est possible de perdre autant de liquide? Eh bien, grâce au plus grand acharnement thérapeutique de l'histoire de l'humanité. Il est branché à des tas de tuyaux. Il subit des transfusions constantes. De liquide, d'eau, de sang, de nutriments. Afin de ralentir les fuites, il est entièrement recouverte de bandelettes, régulièrement changées, momifié vivant. Des greffes de peau sont pratiquées presque tous les jours, mais elles ne tiennent pas, elles n'arrivent pas à s'accrocher. Ses muscles se détachent de ses os. Ses reins ne fonctionnent plus et ne filtrent plus son sang. Son cerveau a de multiples lésions. Il fait parfois plusieurs arrêts cardiaques par jour. 83 jours après son hospitalisation. Enfin, après 2 mois, après plus de 2 mois. Enfin, après presque 3 mois de calvaire et d'enfer sur terre, il cesse, enfin, de respirer. Et définitivement cette fois. Et pour ceux qui regrettent le manque d'illustrations pertinentes de cette chronique, je vous invite à taper vous-même Hisashi Ushi sur internet. Le nom s'affiche actuellement. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas illustré clairement. Je tienais quand même à ma monétisation. Ou au moins au fait que cette vidéo ne passe pas en non répertorié. Qu'avons-nous appris dans cette chronique? Que la science est cruelle et pragmatique. Et qu'un homme peut survivre et que l'on peut faire vivre quelque chose qui ne devrait plus vivre depuis longtemps. C'est tout pour cette chronique. Prenez soin de vous. Et si vous voyez une lueur bleue, intense, et que vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas censé être, eh bien, préférez le suicide à la tentative de survie.